Bonsoir mesdames. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors je vais attendre que vous soyez un peu plus nombreuses. On attend environ 70 personnes ce soir. Donc je crois qu'on est déjà une vingtaine. Alors ce que je vous propose mesdames, c'est pour celles qui ont la possibilité d'activer votre caméra. Donc vous avez normalement un bouton en bas à gauche qui vous permet de mettre en route la vidéo ou de l'arrêter quand vous avez besoin. Oui, mais je peux plus fort, je sais pas. Pour ce qui est du son, donc le plus simple, effectivement, c'est de désactiver le micro. Si vous devez m'interrompre ou poser une question, le réactiver. Vous pouvez également poser des questions via le chat. Alizé vient de vous montrer comment ça marche. Bonsoir à toutes. Bonsoir Alizé. Et donc, petit message technique. Bonsoir Virginie. Donc, vous êtes des élus de toute la France, je crois. Je ne sais pas si on a des statistiques sur les régions qui sont surreprésentées ou pas. Mais en termes de technique, quand je vais lancer la présentation PowerPoint, je vous aurai en visuel, mais pas toutes, et je n'aurai pas nécessairement les questions que vous posez. Donc, Laura et Mathilde, que vous voyez aussi à l'écran, se chargeront de me couper pour lire vos questions ou vos interrogations et j'essaierai, dans la mesure du possible, de répondre. Nul n'est tenu à l'impossible, mais j'essaierai de faire de mon mieux, c'est promis. Stéphanie, si je peux me permettre, sachez que cette réunion est enregistrée pour vous envoyer un replay après l'événement. Comme ça, vous pourrez réécouter, réutiliser et partager si besoin. Voilà, donc nous enregistrons. Si vous ne le souhaitez pas, il faut nous le dire et nous arrêterons. Je suis Morgane, d'ailleurs. Bonjour à tous. Je fais partie d'élus local aussi. Bonjour à toutes. C'est pas À possible, toutes. ça. Ça sera coupé au montage. Ah oui, je le coupe. Bon, du coup, je vois que le nombre de participantes augmente. Est-ce que vous pouvez me confirmer, peut-être en faisant comme ça, oui ou non? Est-ce que vous m'entendez toutes bien? Sinon, je branche mon casque avec mon micro. Ok, parfait. Bon, je vois que le son est bon. C'est un miracle. Donc, je ne touche à rien. Et si, là, je vais partager mon écran. Attention. Donc, l'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Je veux bien qu'on me donne l'accès. Normalement, ça devrait être bon. Bientôt. On peut faire peut-être aussi un petit sondage. Alors, je ne sais pas si je peux faire ça comme ça. Est-ce qu'il y a des élus là dans cette assistante qui ne connaissaient pas le réseau élu local, pour qui c'est une première? Sandrine, vous ne nous connaissiez pas. Pauline non plus. Nathalie Salomon non plus. C'est une découverte. Ok, parfait. Alexandra aussi. Alors après, peut-être que je ne vous vois pas toutes. Après, je vois que nous avons dans l'assistante, mais qui n'a pas encore mis sa caméra en route, Joaquina Weinberg, qui est notre ambassadrice pour notre réseau en Dordogne.
Et donc, Joachina Weinberg anime pour nous le réseau élu local depuis Bergerac. Et je vais vous présenter un petit peu plus en détail avant de commencer notre réseau et qui nous sommes et ce que nous faisons pour accompagner les élus de toute la France. Mais voilà, on a des ambassadrices qui partagent notre mission qui est d'accompagner, de valoriser la place des femmes en politique et qui organisent, avec notre appui logistique évidemment, des rencontres dans leur département pour... Voilà, Joachina, on vous voit maintenant. On ne vous entend pas, mais si vous souhaitez saluer l'assistante, n'hésitez pas à activer votre micro. Oui, merci Stéphanie. Bonsoir à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous pour cette petite heure de formation qui, je suis certaine, sera très enrichissante. Donc, bonsoir. Bonsoir Joachina. Alors, est-ce que c'est bon? Oui, normalement, oui. Parfait. Parfait. Oui. Je partage. Et je mets en plein écran. Ce sera plus sympa pour tout le monde. Est-ce que c'est bon? Yes! Donc, si ça vous va, je vais commencer déjà par vous présenter qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc, je vous parlais de la mission que nous sommes fixés, qui est vraiment chez Élu Local de soutenir et de valoriser la place des femmes en politique pour déjà vous permettre de lever les obstacles que vous pouvez rencontrer dans le cadre de votre mandat et peut-être même avant d'accéder aux responsabilités dans la vie politique, de pouvoir aussi trouver des leviers pour accéder à ces postes aussi. Et donc, on a différentes solutions pour ça. On a nos fameuses journées des femmes élues, donc avec des événements en région et une belle édition nationale qu'on organise à peu près au mois de novembre-décembre, qui sont donc des journées qui vous permettent, de pouvoir partager votre expérience du mandat local et pouvoir aussi vous former, trouver des solutions via des projets qu'on a trouvés, nous, particulièrement inspirants et intéressants à vous présenter. Et évidemment aussi de pouvoir échanger et partager avec des élus, alors soit au niveau régional pour nos éditions qu'on organise un peu partout en France, soit de toute la France, voire même des territoires d'outre-mer pour nos journées nationales des femmes élues. Donc, je vous invite d'ores et déjà à noter la date des 3 et 4 décembre à Paris. Et en plus, c'est une édition exceptionnelle puisque nous fêtons les 10 ans cette année. Donc, il y aura beaucoup de paillettes. Peut-être un feu d'artifice, je ne sais pas. C'est Morgane qui gère ça sur le budget. Je ne sais pas si le feu d'artifice à la Tour Eiffel est compris dans le prix. C'est compris, presque, on est dessus. On y travaille, mais bon, en tout cas, avec un programme exceptionnel, beaucoup de surprises. On a essayé aussi de décloisonner pour cette 10e édition et puis dans un contexte aussi préélectoral par rapport aux présidentielles et aux législatives qui arriveront en 2022, d'inviter des femmes qui gravitent en dehors de la sphère politique, qui ont des parcours alors non pas similaires aux vôtres, mais qui ont pu rencontrer aussi dans leur parcours des difficultés un petit peu communes, dans la mesure où ce sont des femmes qui évoluent dans des univers dits masculins. Donc, on aura par exemple Zaya Ziwani, qui est une femme chef d'orchestre, qui est assez connue et qui a créé son propre orchestre pour pouvoir travailler. Et maintenant que le monde entier s'arrache, donc voilà, donc des parcours comme ça inspirants qui vous seront présentés. Donc ces journées des femmes élues nous permettent de développer le premier réseau national des femmes élues et de rassembler des femmes en politique. Tous les mandats sont représentés, comme vous pouvez le voir. On est évidemment un organisme transpartisan. L'idée, c'est de ne pas parler politique, mais de vous donner des outils et des conseils pratico-pratiques pour évoluer plus facilement dans votre quotidien. Un petit réglage, voilà, c'est parfait.
On a aussi des formations qui répondent aussi aux problématiques que vous rencontrez dans le cadre de votre mandat. Donc, aussi bien des formations dédiées sur l'aspect femmes en politique pour travailler son leadership et le module qu'on a travaillé ce soir ensemble va vraiment être dans ce volet-là, donc sur les codes du pouvoir, sur l'assertivité, l'influence, comment on travaille justement cette notion de leadership, de travailler sa répartie. C'est des choses qui s'apprennent et qui se travaillent pour justement gagner en impact dans notamment ces prises de parole en public. On a évidemment tout un volet sur la communication politique et puis après des formations beaucoup plus techniques sur l'exercice du mandat, aussi bien pour les élus de la majorité comme de la minorité, des formations qu'on a développées aussi par rapport à la crise qu'on a vécue sur justement l'animation de groupe et comment on organise la vie citoyenne quand on ne peut pas nécessairement du coup se voir. Donc ça, c'est des choses où on se dit peut-être il y a des outils à travailler sur l'aspect numérique pour continuer à tisser du lien et avec l'équipe en place dans la collectivité et aussi avec vos citoyens. Et puis après, des formations, voilà, je pense que ça ne vous aura pas échappé, que les finances, l'urbanisme, toutes ces formations qui sont extrêmement, enfin des sujets qui sont assez techniques et pour lesquels parfois on a besoin de se remettre à niveau de temps en temps pour aussi peut-être parfois se rassurer et se rendre compte qu'on sait déjà pas mal de choses. Et donc, enfin, comme je vous l'expliquais en préambule en vous présentant Joaquina, nous avons des réseaux locaux à travers toute la France. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 35 départements qui sont représentés par une ambassadrice. Et donc, ces ambassadrices animent à nos côtés des rencontres qui peuvent avoir différents formats. Ça peut être un déjeuner, ça peut être une réunion de travail, ça peut être une visite à l'Assemblée nationale, à l'hôtel du département, de la région. L'idée, c'est vraiment de vous retrouver ensemble, d'échanger, de rompre aussi avec cette solitude du mandat qui fait parfois, voilà, qui est compliquée à gérer et qui va vous permettre, en échangeant avec les unes et les autres, de pouvoir vous donner des conseils et puis aussi de se rendre compte que non, finalement, ces difficultés qu'on rencontre au quotidien, c'est pas personnel, c'est quelque chose qui est lié aussi à ce monde et à cette vie politique qui n'est pas toujours bienveillante. Voilà, et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, sauf si certaines d'entre vous ont déjà des questions. Voilà, donc si je ne suis pas arrêtée, c'est que c'est bon. Donc, les clés pour gagner en charisme et leadership. Je regarde, Laura, c'est pas tout de suite le quiz. On vous a prévu des petits quiz pour aussi que la formation et que cet atelier soit le plus dynamique possible. Bon. Donc, pourquoi cet atelier? Déjà pour vous rassurer, devenir celle qu'on écoute et qui influence, ça ne s'improvise pas, mais ça s'apprend. Et ce sont plutôt des techniques assez simples. Et plus vous les utiliserez au quotidien, plus vous allez être capable de maîtriser les codes du pouvoir ou les jeux politiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces codes du pouvoir, dont on entend beaucoup parler, et parfois c'est un concept un peu lunaire, ce sont des codes qui sont contenus dans vos actions, vos paroles, vos gestes, les postures que vous utilisez et toutes ces petites choses quand vous prenez la parole ou même quand vous êtes en situation d'écoute vont véhiculer un ensemble d'informations sur votre état d'esprit. Et le fait d'être soi-même conscient de tous ces signaux que vous envoyez à vos interlocuteurs va vous permettre en fait de mieux les travailler pour pouvoir gagner en crédibilité et en persuasion. Alors, j'essaye de marquer un petit temps pour celles qui prennent des notes. Les attitudes indispensables donc pour gagner, pour incarner le pouvoir et pour gagner en charisme. Donc là, c'est là où on a notre premier petit test qui va apparaître normalement dans une des fenêtres. Je laisse la magie opérer. Pensez-vous que le charisme est souvent un don naturel ou une façon d'être et donc il est impossible de travailler sur soi pour le développer? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt vrai ou plutôt faux?
Alors moi, je le ferme et je laisserai Laura ou Mathilde commenter les résultats. Ouais, on attend que tout le monde vote. Tout le monde vote. Ça devrait apparaître en bas pour tout le monde. Sachez, alors on ne l'a peut-être pas précisé, il y a rien à gagner. Si ce n'est tous les bons conseils qui vont suivre. Ouais. Ce qui est déjà pas mal. Donc, Alors, pour l'instant, on est à 20% de vrai et 80% de faux. ok. Bon, bah, c'est pas mal déjà. Donc, effectivement, c'est faux. Pour gagner en charisme, c'est vraiment une compétence qui se travaille. Et ça passe par différents types de travail. Donc, d'abord, un travail sur soi. Ensuite, un travail sur sa relation entre soi et les autres, hein, pour pouvoir être capable d'être bien perçu et de bien vivre avec ça, ou mal perçu et de bien le vivre aussi. Ouais, donc, super, bravo mesdames, 80% de faux et 20% de vrai. Donc, la bonne réponse, c'était évidemment, c'est pas inné. Alors, il y a peut-être des personnes qui arrivent à le travailler plus facilement, mais en tout cas, ça n'arrête pas d'apparaître. Mais si pour vous, c'est bon. Et ensuite, après, le troisième volet, c'est la manière dont on va communiquer avec les autres qui vont vraiment nous permettre de gagner en charisme. Alors, pourquoi ça n'avance plus? Voilà. Et donc, en fait, je vais revenir quand même, on va faire un petit peu de grec ce soir, réviser nos classiques. Mais pourquoi on pense souvent que c'est un don inné? C'est que ça vient du grec charisma et ça veut dire grâce d'origine divine. Donc, c'est aussi pour ça qu'on pense que c'est souvent quelque chose de plus ou moins magique, lié à une sorte de rayonnement invisible, comme une aura. Mais en fait, on se rend compte que le charisme, c'est vraiment ce mélange, cette capacité de pouvoir être assertif et avoir confiance en soi. Et donc, pour développer cette qualité de présence, c'est important de faire preuve de congruence. Ça n'arrête pas de s'afficher chez moi. Je pense que c'est Morgane qui me fait des blagues. Et donc, la congruence, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que ce que vous dites et la façon dont vous le dites, c'est-à-dire votre corps, votre communication qu'on appelle non verbale, disent la même chose en fait. Donc, si je veux véhiculer de l'enthousiasme, si vraiment ce que je suis en train de dire, j'ai envie d'embarquer les foules avec moi, il faut qu'effectivement mes paroles et mon message soient porteurs d'enthousiasme et d'envie, et que mon corps aussi l'exprime. Voilà, c'est vraiment ça la congruence. Et ensuite, c'est de cultiver un bouillonnement à l'intérieur pour faire vibrer l'autre. Hein. Ce qui veut dire que quelqu'un de charismatique est capable de faire preuve évidemment d'authenticité, hein, ce qui revient à la congruence, et aussi d'empathie, de pouvoir se mettre à la place de l'autre, de sentir quand son auditoire, par exemple, décroche pour adapter éventuellement son discours et permettre de raccrocher les wagons ou de paraphraser ce qu'il vient de dire en d'autres mots pour être sûr, en fait, que les personnes l'ont bien compris. Et c'est aussi une façon, en étant dans cette empathie, de pouvoir développer ou en tout cas d'être en capacité de canaliser et de bien maîtriser ses émotions pour les exprimer de la meilleure façon. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, donc on avance. Ma flèche ne fonctionne pas. Donc, les prises de parole, en gros, donc, il y a cette partie charisme, pardon, et pour gagner aussi en leadership, il y a ce travail à faire sur vous, sur vos compétences, sur les prises de position qui vont vous permettre aussi de gagner en visibilité. C'est-à-dire d'être identifiée comme une experte sur un sujet en particulier. C'est aussi une bonne façon de vous créer un réseau,
de pouvoir être sollicité pour intervenir dans des colloques, dans des événements type des congrès des maires. Et c'est parce que vous allez vous positionner sur un sujet qui va être différenciant, parce que vous allez développer une expertise ou parce que vous allez vous positionner sur une délégation où les femmes ne sont pas nécessairement attendues. Et c'est aussi pour ça que chez l'élu local, on organise des formations sur les finances, l'urbanisme, où on s'est aperçu que les femmes étaient sous-représentées. C'est pour vous permettre aussi voilà, d'aller sur des délégations où on ne va pas forcément vous attendre. Voilà, donc surtout, c'est hyper important. Je vois Sandrine opiner de la tête. C'est très important du coup de ne pas vous restreindre et ça veut dire que parfois, il est nécessaire de prendre des risques pour vous différencier. Mais vraiment, on viendra vous chercher parce que vous aurez une sphère d'influence, soit via ce sujet de spécialisation, et soit parce que vous allez développer tout un réseau avec des appuis extérieurs qui vont légitimer votre propre position. Oui, Oui. Excusez-moi, j'opine de la tête puisque je suis en délégation finance. D'accord. Voilà. Et j'ai un métier financier. OK. Je travaille dans une grande collectivité de la région parisienne, voilà. OK, super, merci beaucoup Sandrine. Et donc le fait en fait d'avoir ce réseau et politique comme vous Sandrine et j'imagine aussi professionnel puisque c'est aussi votre métier, ça vous permet d'avoir des appuis dans la sphère politique, parfois scientifique en fonction des sujets. Moi j'avais en tête une élue de Vannes qui s'était spécifiée dans le cyberharcèlement et la cybercriminalité. Et c'était une des rares femmes qui s'était emparée de ce sujet-là. Et donc, à chaque fois qu'il y avait ou un colloque ou une interview sur un plateau télé, eh bien, on faisait appel à elle parce que voilà, c'était une des rares femmes sur le sujet. Stéphanie ? Oui ? On a eu 2 petits commentaires de 2 personnes qui disent que c'est pas toujours simple et c'est assez compliqué parce qu'elles choisissent pas forcément les délégations. Oui, alors surtout si c'est un premier mandat. Où souvent, il y a ce côté où on va vous identifier par exemple, quand on est venu vous chercher dans le cadre d'une campagne, on est possiblement venu vous chercher parce que vous étiez, je ne sais pas moi, engagé dans une association sportive ou engagé dans l'association des parents d'élèves, par exemple. Donc, c'est sûr que si on vient vous chercher pour cette spécificité-là, pour cette casquette-là, après, on va peut-être vous cantonner pas forcément à juste titre, sur une délégation, je ne sais pas moi, sport ou petite enfance ou politique culturelle, ou alors les femmes, on les retrouve beaucoup aussi à la communication. Mais vous pouvez aussi vous servir de ce premier mandat pour après développer des connaissances sur un sujet qui vous touche particulièrement, qui vous tient à cœur ou qui vous intéresse. Et après, ce sera à vous de travailler votre réseau, la façon dont vous vous mettez aussi, vous, en valeur, pour qu'après, on vienne aussi vous chercher pour cet autre sujet. Bon, je ne sais pas si… Ce n'était pas vraiment une question, mais c'est vrai que j'ai conscience qu'on ne choisit pas toujours. Mais il faut aussi parfois… c'est des jeux, des tractations, et il faut parfois négocier avant même de gagner les élections pour se positionner sur des délégations où on sait que c'est des délégations à fort enjeu sur le territoire, où il va y avoir des beaux projets à défendre, et ça va aussi vous permettre de gagner en visibilité. Et donc, pour le dernier volet, je crois, sur le leadership, il y a effectivement l'audace et l'ambition. C'est vous, mesdames, qui êtes le vecteur de vos idées. Et donc, en politique, et comme partout ailleurs, mais peut-être encore plus en politique, parce qu'il y a beaucoup de jeux d'ego, il faut avoir de l'ambition et il faut en plus l'assumer, et je dirais même le revendiquer. Et on n'a pas trouvé meilleur outil de progression que le culot. Donc, c'est aussi ça, quand on dit on n'a pas forcément le choix, c'est de la négociation, et puis c'est aussi à un moment donné, y aller et vraiment défendre qui on est et montrer qu'on est la bonne personne.
Donc, il faut évidemment apprendre à se mettre en scène parce que trouver l'audace, enfin, voilà, de montrer sa valeur et son caractère unique, ça se travaille en fait. Le coup d'audace, vraiment, ça se prépare et il ne faut pas du tout confondre ce fameux culot avec de l'impulsivité parce que sinon, vous risqueriez de ne pas atteindre votre objectif et de prendre trop de risques. Donc, c'est vraiment, on est vraiment sur un fil. Donc, ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas se cacher derrière son texte. Le plus important, c'est la personne qui incarne les idées et le projet. Et donc, savoir imposer sa présence et accepter les regards qui se posent sur vous. Souvent, la plus grande difficulté qu'on peut rencontrer quand on prend la parole ou pas d'ailleurs devant un public ou en réunion, c'est que ce qui est assez compliqué, c'est qu'on se livre aux autres et donc forcément, il y a une part de nous qui se dit je peux être attaquée. Donc, il faut être conscient de ses propres forces. Il faut être confiant, se dire qu'on a les compétences et les connaissances pour assurer. Et ensuite, après, être extrêmement attentive au choix des mots, à votre attitude verbale et non verbale, être la plus apaisée possible pour être perçue comme quelqu'un qui s'affirme, mais pas quelqu'un qui attaque ou qui veut écraser l'autre. Pas de commentaires ou de questions? Alors, j'avance. Il y a un quiz. J'adore ces quiz. Ça me permet de reprendre mon souffle. Je n'ai pas la question en tête. Selon vous, que recouvre globalement la notion de leadership? Je vous laisse répondre. Donc, est-ce que c'est l'influence d'un individu sur un groupe, la domination d'un individu sur un groupe, le pouvoir d'un individu sur un groupe ou les trois notions à la fois? Je me rends compte que j'ai fait une erreur de débutant, je n'ai pas pris de quoi boire. Tu vois les résultats, Steph, ou pas du tout? Pas du tout. Pour moi, 0 sur 1. Ok, alors pour l'instant, on a 69% l'influence d'un individu sur un groupe, 0% la domination d'un individu sur un groupe, 7% le pouvoir d'un individu sur un groupe et 29% les trois notions à la fois. D'accord. On a qu'on bossé, hein. Et donc, la bonne réponse, c'était... je ne sais pas si tout le monde a répondu. Je crois que c'est bon. Quasiment. Quasiment. Bon, on peut y aller alors. Ça s'est effacé. C'était la première. L'influence d'un individu sur un groupe. Exactement. Et donc, voilà. Et en gros, donc, il est important de s'affirmer de manière assertive et constructive, quel que soit son interlocuteur, par rapport à son profil, la situation ou son contexte. Donc, il y a deux façons de travailler cette assertivité. La façon dont on se perçoit, donc le travail vraiment sur l'estime de soi, et la façon dont on se positionne face à ses interlocuteurs. Souvent, j'ai beaucoup de personnes en formation qui me disent « mais moi, je n'ai pas du tout envie de m'imposer dans un groupe, je ne veux pas écraser les autres », mais vraiment l'assertivité. Et le leadership, ça va avec. C'est un travail de centré sur soi et de pouvoir affirmer ce qu'on pense être vrai, juste, bon, ou en tout cas en cohérence avec ses idées et ses projets, sans écraser l'autre. Voilà. Je passe à la slide suivante. Donc, gérer son temps. Ça fait aussi partie des choses à travailler pour gagner en efficacité, en assertivité, en leadership, en influence. C'est vraiment d'être en capacité de bien maîtriser son temps et de le mettre à profit pour ses propres objectifs.
Et donc, souvent, je dis que le temps, c'est vraiment une question de pouvoir. D'ailleurs, on parle de rapport au temps. Et donc, c'est parce qu'il y a ce rapport au temps qu'il faut l'appréhender vraiment comme une relation. Et la façon dont vous allez disposer de votre temps va exprimer et structurer des rapports de pouvoir, des rapports de force. Hein, il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit « Qui dispose du temps d'autrui le domine et qui est maître de son temps personnel est libre ». Il faut vraiment le voir comme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir identifier en fonction de vous, vos objectifs et votre feuille de route personnelle, les temps qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif ou en tout cas d'y contribuer et d'éliminer tous ceux qui vont vous parasiter. Donc, vous allez devoir aussi avoir prise sur votre capacité à prévoir votre agenda, même si on le sait, il est extrêmement complexe et bien chargé, et surtout ne pas s'enfermer dans l'attente. Alors, je vois Mathilde qui sourit. Est-ce que c'est parce qu'il y a une question ou un commentaire? Non, ok. Donc, le temps envoie un message. Hein, si vous montrez aux gens que vous avez peu de temps, ça va vous donner de l'importance. Et à contrario, si vous êtes disponible pour tout le temps, votre temps n'aura aucune valeur. Donc, une disponibilité permanente, c'est vraiment l'expression d'une relation de service. Et donc, si on veut être celle qui compte et qui influence, il va falloir aussi faire passer votre agenda en premier. Et donc, comme pour tout le monde, le temps est vraiment une donnée rare. Hein, nos journées sont toutes composées. Alors là, pour le coup, il y a une vraie égalité. C'est que nos journées sont toutes composées de 24 heures. Quoique une égalité, je ne suis pas sûre, parce qu'il y a quand même... je vois Morgane opiner de la tête. On gère quand même pas mal de choses. On en discutait ce midi, tout à fait. On en discutait ce midi, voilà. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a une notion de performance qui est liée à la façon dont on va utiliser ces 24 heures. Et donc, la maîtrise de votre temps en politique et surtout quand on est élu, je sais que, on parle souvent, nous, de la triple vie de l'élu local, parce qu'on sait que vous avez votre vie politique, la vie souvent professionnelle, hein, parce que vous avez souvent un métier à côté, et puis la vie familiale, amicale, ou même pour vous. Et donc, cette triple vie, il faut parfois jongler avec pas mal d'impératifs. Donc, il y a une règle aussi qui est extrêmement importante que vous devez vous fixer, c'est de faire le tri en vous demandant ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas par rapport à l'atteinte de vos objectifs en politique ou vos objectifs personnels. OK ? Il ne faut vraiment pas que vous donniez en tout cas l'image d'une personne qui se sacrifie tout le temps. C'est un très mauvais message. Enfin, voilà, c'est vraiment à l'antipode de quelqu'un qui aurait voilà, une position de leader. Donc voilà, ne vous rendez pas disponible pour des événements qui n'ont aucun intérêt parce que ça vous renverra en plus une image négative. Ça vous fera perdre du temps et en plus, vous ne serez pas considéré forcément de la bonne manière. Alors, quelles sont quelques petites astuces pour apprendre à gérer son temps? Il faut déjà, d'une part, comprendre comment aujourd'hui vous utilisez votre temps. Donc, pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit carnet ou si vous utilisez plutôt votre smartphone, une note dans votre application où vous allez consigner aujourd'hui toutes les activités qui vous prennent énormément de temps en notant en fait une estimation du temps que vous y passez. Et ensuite, vous allez analyser ces différentes activités et vous allez voir ou en tout cas noter celles qui vous permettent d'atteindre votre objectif et celles qui passent en second plan. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que globalement, 50% de votre temps devrait être dédié
de votre temps politique, hein, j'entends, devrait être dédié à des événements, des rencontres, des échanges qui ont une vraie valeur ajoutée au regard de vos propres responsabilités ou de celles que vous souhaiteriez avoir. Et si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur cet équilibre de 50%, il va falloir que vous envisagiez des solutions pour limiter ces pertes de temps ou en tout cas ces événements qui ne sont pas intéressants. Je continue d'avancer? Parfait. Ensuite, une fois qu'on a fait cet audit, il faut éliminer les obstacles. Alors là, on a Essayez... une petite question. Désolée, je te coupe. Ah, le quiz. Oui. Oui. Voilà, question 3. Je lance. Si une personne vous appelle au moment où vous êtes en train de faire quelque chose d'important, est-ce que vous avez un problème à lui demander de vous rappeler plus tard? Oui ou non? Je regarde. Oh, on est dans les temps, hein, ça va. Oui. Bonne gestion du temps et du timing. Là, on est vraiment sur une majorité. Pour l'instant, on est à 97% de non et 3% de oui. Ok. Donc, je vous invite toutes à vous inscrire à Code du pouvoir à la session de décembre. Ah bah non! Ah non, vous n'avez aucun problème à dire non. Ah ok, super. Bon bah voilà, bon bah super. Bah non, alors je vous invite pas à vous inscrire. Non, si quand même. Hop, j'ai fait une fausse manip en voulant effectivement. Donc 97%, bon bah c'est super. Donc on élimine les obstacles et donc essayer de trop en faire à des répercussions négatives sur sa vie. Donc il faut résister à l'envie d'intervenir et de prendre les choses en main. Et de ne pas partir et de partir aussi du principe qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément... c'est pas grave si on ne les fait pas tout de suite. Hein, on peut soit reporter, soit déléguer. Et donc, le plus important, et c'était la question venait en fait peut-être après le plus important, c'est effectivement de savoir dire non, en fait. Et c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué en règle générale. Parce qu'il y a cette notion de rejet qu'on imagine aussi peut-être dans laquelle on n'est pas forcément hyper à l'aise. Mais donc, dire non, en fait, c'est facile pour personne, mais pour vous aider, moi, j'ai quelque chose que je fais régulièrement. Je liste toutes les fois où j'ai dit non, où j'ai dit oui à contre-cœur, et j'imagine. Et je regarde sur toutes ces fois où j'ai dit oui à contre-cœur, où je me suis dit mince, ça va me prendre du temps et je n'ai pas nécessairement tout ce temps pour moi. J'ai regardé un petit peu les conséquences que ça avait eu sur ma propre vie, en fait. Et en analysant, déjà, on peut analyser les raisons pour lesquelles on a dit oui, pour lesquelles on a accepté, et on va souvent se rendre compte que ça n'a pas, que ces raisons-là, en fait, ont eu des répercussions dans notre vie. Ça nous a pris du temps, ça nous a enlevé du temps ailleurs, du temps personnel, du temps de famille, du temps pour d'autres choses importantes. Et donc, déjà, d'analyser ça, ça nous permet de prendre conscience que quand on dit oui à contre-cœur ou quand on n'arrive pas à dire non à quelqu'un, c'est pas sans incidence. Et ensuite, il faut s'entraîner à dire non dans des contextes où il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux. Et après, ça nous permettra de dire non plus facilement à des personnes à qui on a plus de mal à dire non. Hein, parfois, des élus qui me disent, bah oui, clairement, moi, j'arrive à dire non à des collègues élus, mais quand c'est le maire qui me le demande, voilà, c'est plus compliqué parce que voilà, je vois aussi Sandrine opiner, mais je sais que parfois c'est compliqué, mais il faut aussi des personnes à qui on a du mal à dire non. Il faut, si on sent que ça n'a aucun intérêt pour nous, il faut le dire, quoi. Et souvent, après, on se rend compte que ces situations-là ne débouchent pas nécessairement sur des situations dramatiques et qu'on a beaucoup de ressources pour y faire face. Donc, 4 bonnes raisons de dire non. Donc, le fait de dire non, ça vous permet aussi de développer une communication assertive.
Dire non, c'est se rapprocher de ses désirs personnels. Je m'explique, en fait, lorsqu'on répond toujours favorablement aux besoins et aux demandes de tout le monde, en fait, ce qu'on néglige, c'est le plus important, c'est nous-mêmes. Donc ça, c'est important parce qu'il faut toujours se passer en premier plan, toujours. Ensuite, c'est s'affirmer. Le fait de dire non, ça permet de vous affirmer et de renforcer la confiance que vous avez en vous. Si on répond toujours favorablement tout le temps, c'est aussi un signe qu'on cherche aussi un petit peu à plaire à tout le monde et ça nécessite pas, enfin, c'est pas forcément le meilleur moyen pour prendre confiance en soi. Le fait de dire non, c'est aussi la base de l'estime de soi. Hein, si on ne dit pas non, on n'exprime pas nos propres besoins, nos envies, nos désirs et on n'agit pas en accord avec nous-mêmes. Et donc, du coup, on perd de vue notre propre valeur, nos objectifs et ce qui est important pour nous. Et ensuite, savoir dire non, c'est aussi se protéger et ne pas se laisser entraîner dans le piège de la manipulation. Clairement, il faut savoir fixer des limites à des personnes toxiques pour ne pas se laisser marcher sur les pieds ou se laisser culpabiliser, abuser, manipuler. Donc, sur la slide d'après, je vous donne quelques astuces pour réussir à dire non. Je crois qu'il y a un quiz, mais on peut peut-être le faire. Oui, on peut le faire tout de suite. J'ai plus en tête la question. 4e question. Alors, hop. Donc, c'est êtes-vous capable d'exprimer aux autres de façon naturelle et décomplexée que vous n'avez pas le temps d'accéder à leurs demandes, oui ou non? J'ai pas les résultats sous les yeux. Ouais, je te l'ai dit parce que ça bouge, ça n'arrête pas de bouger en fait. Pour l'instant, on est à 68% de oui et 32% de non. D'accord. Et ça augmente, 34% de non, 66% de oui. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, le piège de cette question, c'est de façon naturelle et décomplexée, quoi. C'est vraiment... c'est le commentaire de Fabienne à droite, naturel et décomplexé. Ouais, c'est ça, c'est vraiment se dire, bah, je le dis, mais je le dis pour les bonnes raisons, en fait. Et donc, du coup, je peux le dire quand je dis naturel et décomplexé, c'est-à-dire c'est parce qu'on aura fait tout ce travail en amont, on va être capable de pouvoir le faire de façon assertive, de ne pas être hésitant, de le faire de façon ferme, d'être franche et pas de prendre des chemins de traverse pour après, du coup, se sentir mal à l'aise par rapport à la situation. Donc, je ferme le sondage. Non, pardon. Donc, il y a quelques astuces. Déjà, vous pouvez vous accorder un temps de réflexion. Si vous êtes prise au dépourvu et que vous ne savez pas du tout comment vous dépatouiller de la situation, le fait de dire à la personne laissez-moi y réfléchir et je vous rappelle demain pour vous donner ma réponse, ça vous permet, déjà de se dire est-ce que ça vaut le coup ou pas, et puis après de travailler des éléments de langage et de pouvoir le traduire après avec vos mots de façon diplomatique. Ensuite, c'est hyper important d'utiliser une formulation bienveillante. Hein. L'idée, c'est vraiment pour que vous ne culpabilisiez pas et donc d'exprimer votre point de vue. Hein. Donc, quand on exprime son point de vue, il faut faire ressentir en utilisant des mots comme je pense que, je veux, j'ai moi aussi envie de ou je crois que. Et vous allez, en exprimant vos opinions, vos sentiments, mettre l'autre aussi face à ses propres responsabilités et il va se rendre compte aussi que si vous lui dites oui à contre-cœur, ça engendre aussi pas mal de réactions en cascade chez vous. Il faut éviter évidemment de rester sur une note négative. Donc là, vous pouvez enfoncer le clown, je plaisante, non. Vous pouvez demander à l'autre comment il vit la situation pour montrer que vous n'êtes pas complètement insensible au fait que vous n'avez pas accédé à sa requête. Alors, est-ce qu'il y a un... Oui, c'est bon? C'était une question? Ou une fausse manip? Ok.
en fait, tout ça, et après, la dernière étape, si c'est insistant, c'est vraiment de tenir bon. Parce qu'après, vous allez encore plus vous en vouloir. Donc, vous l'aurez compris, l'idée, c'est de ne pas vous excuser, de ne pas vous justifier. Si vous donnez des explications sur votre refus, vous allez encore plus compliquer la situation et vous mettre dans l'embarras. Donc, pouvoir dire non sans se justifier, c'est vraiment une habitude à prendre et c'est aussi pour ça qu'il faut vous entraîner, et ce que je disais tout à l'heure dans la slide ou deux d'avant, de vous entraîner dans des situations où il y a un moins d'enjeux, où vous savez que voilà, c'est assez facile de dire non. Et tout ça, gardez bien en tête que c'est que c'est en vous écoutant et en respectant vous votre feuille de route. C'est pas du tout égoïste de penser à soi, mais Fabienne a levé la main. Mais c'est de faire passer vos priorités et vos objectifs en premier lieu. Bonjour Fabienne. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si j'ai une bonne, j'ai pas un bon réseau, alors je ne sais pas si vous m'entendez bien. On ne vous voit pas très bien, mais on vous entend bien. Bon. Non, je voulais juste dire, par rapport à se justifier, moi je suis quelqu'un qui me justifie beaucoup et je travaille ça à arrêter de me justifier parce que je vis avec mon compagnon qui lui ne se justifie jamais. Ça me choque tout le temps. Et par rapport à, donc je suis en politique, c'est mon 2e mandat et je trouve que je ne dis pas me justifier, mais c'est expliquer pourquoi je dis non. Et très souvent, on va sur le terrain, en effet, de ce qu'on appelle la communication bienveillante, c'est de dire à l'autre, voilà ce qui m'arrive, voilà pourquoi je te dis non, voilà pourquoi ce n'est pas possible. Et très souvent, en face, en effet, on comprend le non. C'est pour ça que se justifier, ça peut être, enfin, je ne sais pas si c'est peut-être pas le terme que... Mais c'est s'expliquer, en tout cas, je trouve. Oui, voilà, c'est expliquer, ou en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, exprimez-vous vos sentiments, vos besoins, mais pas nécessairement le pourquoi, en tout cas. Il ne faut pas que la personne se dise, ah ben, elle se justifie, là. C'est en exprimant, vous, votre situation personnelle, que la personne va aussi comprendre que ça a un impact, en fait, sur votre vie, votre quotidien, quoi. Mm-hmm. OK. Donc voilà, prenez le temps aussi de bien répondre, de demander aussi un délai de réflexion, de proposer aussi parfois une solution alternative. Ça peut être aussi une bonne solution, hein. Je sais que parfois, moi, parmi les situations où vous êtes confronté au quotidien, c'est des sollicitations, par exemple, dans la rue ou quand vous faites vos courses qui ne sont pas nécessairement appropriées. Vous pouvez aussi expliquer à vos administrés que ce n'est pas le bon moment, mais que vous êtes disponible pendant les permanences ou que vous pouvez les mettre en relation avec une personne à la mairie, un agent. Voilà, d'essayer de trouver une solution alternative permet aussi parfois de se dégager d'une responsabilité. OK. Et donc, le dernier volet, c'est le look. Donc, on va passer à la question test. Donc, la dernière question. Hop. Donc, tout simplement, on va vous demander, est-ce que vous accordez ou non de l'importance à votre look ? Alors, pour l'instant, on est à 92% de oui et 8% de non. Ah, ça augmente. 90% de oui, 10% de non. Bien. C'est bon, Steph. Ça n'évolue plus. Donc, du coup, c'est 90-10 ? 90-10, absolument. OK. Ah oui, effectivement, j'ai les résultats sous les yeux. Oui. Ouais, donc c'est effectivement hyper important d'utiliser, en tout cas la façon dont vous allez utiliser vos vêtements vont vous permettre d'incarner la fonction, d'affirmer aussi votre position, de pouvoir aussi parfois faire passer des idées. Alors, je sais que souvent, j'ai des remarques qui me disent, mais
c'est vraiment le look, c'est une arme de séduction, c'est une demande sexiste, c'est dicté par les hommes, on est enfermé dans des schémas, mais en fait, c'est vraiment une clé de la confiance en soi. En fait, ça va vous permettre, comme je le disais tout à l'heure, quand on parlait d'audace, d'être le vecteur de vos idées et de pouvoir aussi incarner cette femme de pouvoir. Ça passe par le look. Alors, donc, il s'agit évidemment d'une préparation personnelle et chacune doit pouvoir aussi adapter son look en fonction de sa personnalité, du contexte, des interlocuteurs, de vos objectifs. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère ou se dire bah non, moi, je n'ai pas du tout envie de travailler mon look parce que ça fait partie intégrante du jeu politique. Alors, il y a Nathalie qui nous demande s'il y a des couleurs à bannir. Alors, je vais y venir. Alors, des couleurs. J'ai fait un petit topo sur. Alors, je ne suis pas Christina Cordula, mais je peux essayer de prendre l'accent pour cette partie-là. J'adore l'accent brésilien. Je trouve ça trop sympa. Mais j'ai fait toute une partie sur les couleurs. Alors, il n'y a pas des couleurs à bannir, mais c'est la façon dont on va travailler en harmonie avec les couleurs, dont on va les marier, qui vont vous être de bons indicateurs. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, le look, c'est vraiment une déclaration d'identité. Ça va contribuer à imposer votre présence. Donc, par exemple, aucune d'entre vous, j'en suis sûre, mesdames, n'irait faire une prise de parole devant 90 personnes sans travailler son texte, sans écrire un petit bout de son discours. Et la façon dont, enfin voilà, toute l'énergie que vous mettez dans votre discours, la façon dont vous allez le préparer, travailler votre voix, le look, ça fait vraiment partie intégrante de cette préparation. Donc, maîtriser son look, son image, ça permet aussi d'accepter les regards qui se posent sur soi-même. Souvent, quand on s'habille pour une représentation, pour une intervention, on choisit en règle générale une tenue dans laquelle on se sent mise en valeur. Donc, ça va aussi vous permettre de gagner aussi en confiance en vous. Donc, le dress code en politique. Donc, pour les politiques, le vêtement, c'est avant tout la représentation. Donc, ça doit être le reflet de votre personnalité. Et donc, ce qui est sympa, contrairement aux hommes qui n'ont que le costume cravate, les femmes, nous, on dispose vraiment d'un éventail de tenues très, très large. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir être extrêmement vigilant et exigeant. Et parfois, il y a pas mal de critiques aussi par rapport aux tenues vestimentaires que choisissent les femmes, critiques qu'on ne ferait pas à un homme. Je pense notamment à la robe à fleurs de Cécile Duflot, où je crois qu'il y avait eu un conseil des ministres, où elle était venue aussi en jean. On va être beaucoup plus sévère et critique envers les tenues des femmes. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut être doublement vigilante, parce que ce serait dommage de passer à côté d'un discours ou d'un rendez-vous important juste parce qu'on n'a pas prêté attention à sa tenue. Donc, moi, souvent, ce que j'aime bien dire, c'est que dans votre dressing, il va falloir que vous ayez peut-être 3-4 tenues de femmes de pouvoir dans lesquelles vous allez pouvoir piocher. Et en règle générale, ce sont des pièces plutôt classiques et on peut casser, pour celles qui aiment l'originalité, casser avec ou un haut ou un accessoire, un foulard, ça se fait beaucoup. Mais en tout cas, la tenue, c'est une marque de respect par rapport à la fonction que vous incarnez, par rapport aussi aux gens que vous représentez. Et donc, moi, le conseil, c'est d'être assez classique dans vos choix de tenue, mais d'essayer de ne pas être ni trop strict, ni trop ostentatoire. Hein, par exemple, Rachida Dati, ça lui a fait... ça lui a causé du tort à un moment donné parce que c'était quand elle était ministre, elle avait des tenues extrêmement de marques de luxe et souvent elle a été décriée dans la presse à cause de ça. Donc voilà, essayez de vous habiller comme la femme
en politique ou dans le monde économique que vous aimez, que vous trouvez chic. Et ben, du coup, ça peut être un bon indicateur sur les habits ou la tendance, les tenues à privilégier. On a quelques commentaires, Steph. Il y a Annie Oui. qui nous dit il faut savoir adopter son look en fonction des endroits où l'on va et l'oublier. Souvent, c'est assez terne chez les hommes. Il y a Françoise qui nous dit il faut quand même que cela reste dans notre personnalité et qu'on y soit à l'aise, sinon cela risque de faire coincer et faux. Exactement. Vous allez me teaser, Françoise. Mais effectivement, donc ce que je dis, c'est que l'habit fait le moine. Donc les vêtements que vous portez en disent long sur vous. Donc parfois, ils peuvent trahir la façon dont vous vous percevez votre corps. Souvent, on a tendance à vouloir cacher et c'est ce qu'on voit le plus. Enfin, voilà, on pense qu'on a plein de défauts, donc on veut cacher. Et puis au final, on se trahit. Mais ça informe sur votre personnalité. Donc, c'est pour ça aussi que je dis de choisir des tenues qui correspondent à votre personnalité, à ce que vous aimez. Et ça aussi, ça vous permet de véhiculer une partie de votre histoire ou parfois de donner une intention précise sur la séduction, la conviction. Mais en tout cas, ça fait partie de vos responsabilités en tant qu'élu de vous demander quelle image vous allez renvoyer lors de vos interventions publiques. Et du coup, le look, c'est vraiment la première image que vous allez donner de vous. Donc, sur la partie des couleurs, donc, c'est plutôt une question de contraste et d'harmonie plutôt que de couleur. Alors après, ça dépend. Je sais qu'il y a des couleurs qui sont à bannir quand on passe à la télé. Typiquement, le vert, c'est une couleur qu'il ne faut pas mettre. Mais sinon, toutes les couleurs sont acceptées. Ce qui est important, voilà, c'est de maîtriser les codes des couleurs. Donc, si vous voulez jouer la discrétion, il faut être sur un camailleux de couleurs qui sont issues de la même tonalité, soit une tonalité chaude, soit une tonalité froide. Et pour marquer, du coup, l'originalité ou le dynamisme, on va casser cette tonalité, soit la tonalité chaude, soit la tonalité froide, avec un accessoire ou un t-shirt ou une pièce qui va du coup marquer le contraste. Et c'est pour ça que souvent, il y a une tenue par exemple qui est toute noire ou bleu marine, et puis on va mettre soit une veste de couleur, soit un t-shirt de couleur ou quelque chose qui va marquer. Mais l'idée, en fait, c'est de ne pas être trop sur un arc-en-ciel de couleurs, mais d'essayer de respecter une certaine harmonie dans le choix des pièces que vous allez utiliser, que vous allez porter, pardon. Et donc, voilà, trouver son look. Alors, juste, excuse-moi Stéphanie, on a Fabienne qui a essayé de nous partager une photo. De mon côté, j'ai essayé de la télécharger pour vous la présenter à tous, mais ça ne fonctionne pas, Fabienne. Je n'ai pas l'extension GFIF. Voilà. Moi, je la vois pas, la photo. Mais il y a Alizé qui répond « Tous les hommes sont en costume ?» pour l'interrogation. J'ai réussi à l'ouvrir. Certains ont réussi. Alors, moi, je n'ai absolument pas réussi. Je ne sais pas, toi, Steph, si tu arrives à ouvrir la photo qu'il y a. Moi, en fait, je n'ai pas les discussions qui s'affichent. Attendez, en plus. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi? Tout le monde a réussi à l'ouvrir, sauf moi, en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que peut-être je peux finir juste la présentation. J'en ai encore pour 2-3 slides. Et après, j'essaye d'ouvrir la photo. Et si jamais il y a une question associée, je pourrais essayer d'y répondre. Encore une fois, je ne suis pas une experte en look, mais c'est vraiment vous donner quelques conseils pour trouver l'harmonie dans ce look. Donc, voilà, l'important de ne pas se sentir déguisé. Hein, c'était Françoise qui disait il faut que ça colle à votre personnalité. Donc, effectivement, il faut que ça colle à votre personnalité, mais aussi il faut que ça colle à l'occasion, à l'auditoire ou à l'interlocuteur. Il n'y a rien de pire d'être trop habillé pour une occasion ou pas du tout habillé. Donc, c'est pour ça que quand on ne sait pas, quand on n'a pas trop de contexte sur une soirée ou un dîner, il faut essayer de rester peut-être classique plutôt que d'être, de sortir une robe de cocktail par exemple si le dîner est plutôt casual, quoi.
Et évidemment, votre look doit laisser exprimer votre personnalité sans non plus oublier votre confort. J'entends, si vous devez prendre la parole en public, c'est déjà hyper stressant. Donc, si vous vous rajoutez une veste dans laquelle vous êtes engoncé ou une robe qui est un peu trop serrée ou trop près du corps ou des talons de 10 cm alors que vous n'avez pas nécessairement l'habitude, ce n'est pas le meilleur moyen. Donc voilà, le conseil, c'est choisir une tenue élégante sans être trop habillé et que l'on a déjà porté de préférence. Comme ça, on sait si on s'y sent bien dedans et si on est à l'aise. Donc, si vous êtes trop engoncé dans une veste ou trop serré dans une robe, vous allez moins bien bouger. Et donc, c'est hyper important aussi dans votre communication non verbale que votre corps puisse aussi s'exprimer librement. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les talons, eh ben, vous restez à plat. Évidemment, on ne se rajoute pas des contraintes avec le look. Donc voilà, et là, j'ai fait quelques petites photos. Enfin, j'ai fait, non, c'est pas moi qui les ai prises, mais j'ai sélectionné quelques photos. Donc voilà, on voit qu'en politique, on peut mettre aussi bien des robes, des jupes. D'ailleurs, des robes soit de couleur ou on peut oser la couleur. Il y a le tailleur pantalon aussi qui est très chic. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, hein. Moi j'avance. Les chaussures, donc chaussures à talons d'un côté et chaussures plates de l'autre. Donc voilà, c'est pour vous montrer en fait que globalement, tout est acceptable. Donc oui, Alizé, les hommes, vraiment, c'est triste parce qu'ils n'ont que des costumes, cravates, et alors que nous, on peut vraiment s'amuser, quoi, et faire ressortir notre personnalité et qui on est, notre dynamisme, notre classicisme ou notre sérieux dans nos tenues. Donc, c'est vraiment une extension de qui on est. Voilà, après, c'est des choses qui sont normales, mais... Ah oui, sur les talons aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est vrai que parfois, dans certaines situations où on sait qu'il va y avoir des rapports tendus ou des rapports de force, ça peut vous mettre en confiance d'être sur des talons hauts pour vous donner de l'altitude. Voilà. Après, à mettre si vous êtes à l'aise en marchant avec, mais voilà, ça donne aussi, ça peut aider. Donc, les cheveux, évidemment, coiffés, mais ça peut être du court, du carré, attaché long. Faut s'éclater, quoi. Les accessoires, ça, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup en politique, c'est le foulard. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes vous regarderez, vous serez vigilante la prochaine fois dans les médias ou dans les journaux, mais il y a beaucoup de femmes en politique haut placées qui ont le foulard. Alors, les bijoux à prendre aussi avec des pincettes parce que voilà, des bijoux, par exemple, trop luxueux, ça pourrait être mal interprété. Et avoir une pièce fétiche, ça, j'ai trouvé ça sympa. Donc, Nathalie Loiseau, en fait, elle adore les perfectos. Et donc, c'est un peu sa marque de fabrique. Donc, si vous aussi, vous avez une pièce fétiche, même si c'est peut-être un peu rock'n'roll et peut-être pas habituel dans le monde de la politique, vous pouvez aussi l'assumer. Et si cette pièce fétiche vous fait du bien, vous fait sentir Wonder Woman, eh bien, voilà, il ne faut pas se censurer, il faut la mettre, il faut y aller, il faut oser, quoi. Donc, pour résumer les quelques slides sur le look, il y a cette phrase qui est connue qui dit « Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire bonne impression ». Donc, un bon look, ça peut vous permettre de booster votre confiance, de vous mettre en valeur. Donc, il suffit juste d'en jouer, de ne pas se prendre au sérieux. C'est vraiment un mode d'expression. Donc, voilà, restez vous-même, authentique, ne vous coulez pas dans un uniforme. Votre apparence ne remplacera jamais qui vous êtes. Donc, juste jouez avec et amusez-vous, testez des choses et puis après, vous voyez si c'est concluant ou pas.
Il y a une question peut-être, Morgane, ou Laura, Ouais, Mathilde. Vas-y, Mathilde. Il y a Nyang qui nous dit étant d'origine africaine, j'ai des fois envie de mettre un turban. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve ça cool Moi aussi. parce que ça fait partie de vous, de votre personnalité, de vos origines, de qui vous êtes, d'où vous venez. Et non, c'est une marque aussi, une marque de fabrique. Donc, ne vous censurez pas par rapport à ça. Ensuite, on a juste un commentaire de Alizé qui nous dit talon trop, c'est pas pour moi, j'ai tendance à me tendre la cheville. et et l'effet sûr de moi fait un flop, ça on le comprend. Annie nous dit les bijoux aussi et surtout les boucles d'oreilles. Voilà. Et ensuite, Sophie nous dit merci. Ok, merci. Donc, en résumé, si je reviens sur les 3 notions qu'on a vues relativement rapidement ce soir, donc il y a le charisme, hein, donc c'est vraiment ce pouvoir d'attraction qu'on exerce sur les autres. Donc, cette capacité à captiver, à fasciner son auditoire en vous montrant confiante, rassurante et en pleine maîtrise de vous-même. Donc, même si c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, ce n'est pas un don, ce n'est pas un pouvoir surnaturel. Donc, il faut travailler cette qualité de présence pour l'améliorer au quotidien. Et donc, être charismatique, ce n'est pas chercher à plaire à tout prix et à tout le monde. Il faut être connecté à ses propres émotions, à ses propres opinions et les affirmer tout en accordant de l'importance à autrui, la notion propre de l'assertivité. Ensuite, on a vu parmi les bonnes attitudes à adopter, apprendre à dire non et passer en premier. Voilà, une personne assertive sait ce qu'elle veut, elle fait respecter son agenda, elle est prête à chasser des personnes qui ne respectent pas cet agenda et ses priorités. Donc, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Apprenez à dire non quand ça ne vous convient pas et vous aurez plus d'emprise sur votre temps, les décisions et vous ferez du coup preuve de plus d'audace et d'ambition pour être maître de votre chemin en politique. Et donc, maîtriser son apparence. Donc, l'important, c'est de trouver son look et d'accorder l'être et le paraître, hein, vraiment la congruence. Donc, la façon dont vous allez vous présenter va vraiment faire partie intégrante de ces codes du pouvoir. Ça va contribuer à imposer votre présence. Donc, votre look doit vraiment refléter votre personnalité, être adapté en fonction de la situation et de vos interlocuteurs. Et vous pouvez jouer sur vos habits, sur les couleurs, sur la coiffure, sur les accessoires. Mais l'important, c'est vraiment de se sentir à l'aise et aligné avec qui vous êtes. Est-ce qu'il y a des questions avant que je vous présente peut-être un petit peu plus en détail la formation du coup dont est issue ces quelques slides? Non, c'est bon? Donc, en fait, ces notions-là sont abordées dans le cadre de formations qu'on propose dans nos parcours pour les femmes en politique. Donc, il y a vraiment deux parcours bien distincts. Un parcours qui va vous permettre de renforcer votre leadership, qui est animé par Madeleine Da Silva, qui est d'ailleurs élue première adjointe au Lila, en charge de l'égalité femmes-hommes et qui est cofondatrice de nous toutes. Et donc, Madeleine a en plus donc, cette casquette d'être formatrice chez nous et ambassadrice du réseau élu local pour le 93. Et elle anime ce parcours sur 2 jours. Donc, les 2 jours peuvent être réalisés ensemble ou séparément, avec un premier volet sur comment on se préserve et on s'affirme en politique et un deuxième volet sur comment on travaille sa répartie. Donc, les prochaines sessions, ce sera les 1er et 2 décembre à Paris. Et ensuite, il y a une session pour travailler plus spécifiquement les codes du pouvoir, avec, pareil, 2 jours qui peuvent être décorrélés. Un jour vraiment lié à l'assertivité et un autre jour lié à l'influence. Et donc, la session, c'est le 8 et 9 décembre à Paris et c'est moi qui l'anime. Et donc, si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous souhaitez vous inscrire, c'est Armelle qui s'occupe de cette formation et qui est votre conseillère pédagogique. Je ne sais pas si elle est connectée, Armelle.
si elle veut nous saluer. Mais en tout cas, Armelle saura répondre à toutes vos questions sur le programme, les modalités de participation, la façon dont vous pouvez le faire financer. Donc voilà, et l'objectif de ces deux parcours, c'est vraiment vous permettre de connaître et de reconnaître les codes du pouvoir, de vous les approprier. Et l'idée, c'est que vous soyez le plus outillé pour déjouer les rapports de force et de domination qui peuvent exister en politique et vous permettre d'atteindre aussi vos propres objectifs. Donc voilà, c'est vraiment des formations qui ont été conçues pour les femmes. Donc 100% public féminin. Voilà. Voilà, mesdames. Merci, Steph. Merci à vous. On a beaucoup de merci. Alors, du coup, ce que je vais faire, je vais arrêter le partage si ça vous va. Comme ça, je pourrai voir un maximum de monde sur mon écran parce que là, j'ai que très peu de vignettes. Et ça, c'est flippant. Vas-y. Ah ouais, il y a du monde, c'est sympa. Ouais, bon, j'espère que ça vous a plu, que c'était connecté aussi à ce que vous pouvez rencontrer, des questions que vous vous posez peut-être dans votre... Ah, il y a Blandine. Blandine qui a déjà fait la formation, donc il devait y avoir quand même des petites notions de redites. Non, mais on a toujours besoin effectivement qu'on vienne nous rappeler l'essentiel. Et Blandine, donc, qui est notre ambassadrice dans le Pas-de-Calais et qui organise, je crois, une rencontre samedi. C'est ça, samedi Génial. 25 septembre au Louvre-Lens, pour pouvoir aussi découvrir la galerie du temps avec une visite guidée à l'issue. Ah, quelle chance. Moi, je serais à Laval, mais sinon, je serais bienvenue. Ah, vous aurez été la bienvenue. Bon, en tout cas, merci à toutes d'avoir été aussi nombreuses. On a la maternité de Poissy qui nous suit. J'espère qu'il n'y a pas eu d'accouchement. Oh, s'il y a eu un accouchement pendant l'intervention, si vous l'appelez Stéphanie, ce n'est pas un cadeau. Hein. Moi, Steph, est-ce que je peux en profiter pour passer un petit message? Ah oui, bien sûr. Je voulais vous parler juste de quelque chose qu'on est en train de mettre en place et il faut que dont on commence à discuter. Alors, Steph vous a parlé de nos journées nationales et internationales. Nous, on aimerait créer un jour pour la femme en politique, une journée mondiale de la femme en politique, le 4 décembre. Donc l'idée en fait c'est de mettre en avant la force des femmes en politique et aussi souvent les combats. On est sous-représenté en politique dans le monde, on est un peu plus de 50% et puis aujourd'hui femmes qui dirigent, on est environ 11%, enfin même pas 11, elles sont environ 11%. Donc l'idée, c'est ça. Et une fois qu'elles sont représentées et qu'elles se lancent, effectivement, la femme fait face à beaucoup de violences en politique qui ne sont pas mises en avant. On n'en parle jamais dans les médias. Nous, on aimerait mettre en lumière ce combat en France, mais aussi bien au niveau international. Donc préparez-vous. Voilà, je voulais juste vous prévenir. Le 4 décembre, j'espère qu'on va y arriver à lancer cette grande journée comme on a le 8 mars, la journée des droits des femmes. En fait, voilà, le 4 décembre sera la journée de la femme en politique pour qu'on parle de vous, mesdames, de votre force et de vos combats et difficultés également et que le monde politique change. Et donc, Morgane a déposé, je crois, le nom officiel. Ouais, on est en train de le déposer. Et l'idée, c'est d'organiser le vendredi soir, donc à l'issue du premier jour des Journées nationales des femmes élues, une super soirée. Donc, on va se rapprocher de l'Assemblée nationale pour pouvoir organiser un cocktail et une soirée pour rassembler un maximum de femmes élues. Et ce qu'on aimerait, c'est remplir l'hémicycle pour une photo avec que des élus, des femmes avec leur écharpe et de faire une jolie photo pour l'occasion. Et j'imagine aussi peut-être un manifeste avec quelques propositions pour accompagner de manière très pratique et opérationnelle et lever des freins qui peuvent exister à travers le monde à ces obstacles pour l'engagement des femmes. Voilà, donc parlez-en. Il va falloir, on va lancer des hashtags. La seule façon que ça prenne et que les médias en parlent, c'est pour que ça soit connu, qu'on en parle, que ce soit un mouvement vraiment national et international. On essaye d'avoir Angela qui s'arrête. Si vous avez son 06, donnez-le-moi. Mais voilà.
essayons ça tous ensemble. Vous venez avec votre écharpe, sans votre écharpe. Effectivement, avec l'écharpe, c'est bien aussi. On vous tiendra informé de toute façon sur nos réseaux. Ça marche. Et voilà. Et pour celles qui sont sur Facebook et qui n'ont pas encore rejoint la communauté des femmes élues, on a un groupe privé qui est dédié aux femmes élues. Donc, on vérifie bien qu'il y a un mandat en cours. Et sur ce groupe privé, voilà, il y a des témoignages, des questions, des interrogations ou juste voilà, des partages de bonnes pratiques. Donc, si vous n'y êtes pas encore, rejoignez-nous. Je crois qu'il y a pratiquement 2100 membres aujourd'hui et c'est hyper sympa de voir quand une élue est en difficulté que le réseau lui permet d'accéder à des contenus et des bonnes pratiques. Bon, en tout cas, merci à toutes. Vivement, oui, c'est ça, vivement le 4 décembre. Et en espérant vous avoir en ligne avant. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous. Oui, il y a une... Blandine a levé la main, je vois. Ah oui, Blandine. Non, oui, je voulais juste te dire que j'ai effectivement fait déjà les 2 modules influence et assertivité, que je les conseille vivement et que ma présence ce soir n'était nullement un signe d'un défaut des 2 formations que j'ai suivies, et l'occasion pour moi aussi de cocher les cases que j'ai déjà pu travailler et le travail qui me reste à faire, parce qu'on apprend beaucoup de choses dans ces modules de formation, mais il faut effectivement un certain temps pour revoir son logiciel et appliquer effectivement tous les bons conseils et toutes les bonnes attitudes. Donc, j'encourage mes collègues élus à s'inscrire à ces modules de formation qui sont vraiment très, très intéressants et enrichissants. Ouais, c'est très sympa. Merci beaucoup, Blandine. Et je vous souhaite une excellente soirée, mesdames. Et Hélène qui nous a suivis depuis la Guyane, je pense que c'était vous qui étiez la plus loin ce soir. Donc, merci. D'ailleurs, c'est peut-être pas le soir. Non, je n'ai pas la pression. Merci en tout cas et à très bientôt, mesdames. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt.